Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de l'édition de Nice. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Greg Monetti, adjoint au maire de Nice et conseiller métropolitain. Bonjour, Bonjour. Greg Monetti. Bonjour à vous. Greg Monetti, vous êtes adjoint au maire de Nice chargé de l'événementiel. Le carnaval de Nice débute ce mercredi. Est-ce que vous êtes satisfait du niveau des réservations cette année ? Plus que satisfait, je suis même, pour être honnête avec vous, très surpris, puisque c'est au-delà de nos espérances, 25% d'avance sur la billetterie de l'année dernière, qui était déjà un score absolument extraordinaire. Vous l'expliquez comment ? Un emballement, un engouement, une attractivité, une signature, un troisième carnaval au monde qui a certainement su se renouveler aussi au travers des années. On en parlera. Et c'est devenu nécessairement un rendez-vous national important et international connu. Et donc, je pense qu'on va vers une édition tout à fait exceptionnelle. Est-ce qu'il reste encore des places à acheter ? Il en reste encore en promenoir pour les dates les plus prisées, en tribune et en promenoir pour certaines dates un peu plus loin dans le programme. Mais il ne faut pas trop attendre puisque on est dans le dernier virage de la billetterie. Donc, Et ces places, elles sont à quel prix ? il y en a pour tous les prix, ça va de gratuit lorsque vous êtes déguisé de la tête aux pieds. Je crois que c'est important de le rappeler avec beaucoup de récurrence, jusqu'à 25 € en tribune selon l'emplacement. Et donc c'est un événement qui est accessible et attractif pour tous. Alors une des grandes nouveautés de cette année, c'est la Carnavalina, samedi 15 février. De quoi s'agit-il exactement ? D'une nouvelle tradition, je l'espère, qui est un rendez-vous inaugural du carnaval, qui se tiendra donc l'après-midi avant le premier corso illuminé, de 13h à 15h, où près de 46 troupes et 400 participants partiront depuis l'église Notre-Dame et puis traverseront avec, je l'espère, beaucoup d'emballements populaires, l'avenue Jean Médecin pour se retrouver sur la place Masséna et vivre 2 heures, 2 heures et demie de grands moments très populaires, original et innovants, qui sera, je l'espère, la meilleure manière possible de commencer ce carnaval. Donc c'est gratuit, il faut bien le dire. Oui. Est-ce que c'est justement une réponse à cette sempiternelle polémique sur l'inaccessibilité maintenant du carnaval, le fait que beaucoup de choses soient payantes et pas gratuites ? Est-ce que c'est une volonté de dire, le carnaval évolue et on évolue vers la gratuité ? Oui, non, ce n'est pas une réponse à cette polémique, parce que cette polémique, j'ai l'impression que le jour où elle n'existera pas, le carnaval ne sera plus le même, tellement elle est toujours ici. Je crois qu'elle est d'ailleurs souvent très infondée, parfois assez démagogique aussi. L'enjeu, et j'ai envie de dire la motivation de l'organisation de cette première édition de la Carnavalina, c'est surtout de surprendre et d'arriver avec une nouveauté, de proposer quelque chose d'innovant, de populaire, d'attendu, qui est à l'image du carnaval de Nice. Et comme je le dis assez souvent, pour que le carnaval soit réussi, il faut d'abord que ce soit celui des Niçoises et des Niçois, qu'ils se l'approprient, qu'ils aient envie de passer ce moment dans leur ville. Et puis ça crée un enthousiasme communicatif qui, j'espère, emportera d'ailleurs certains qui aiment la polémique pour pouvoir accueillir de la meilleure manière ce grand rendez-vous, et aussi ceux qui viennent d'ailleurs et de l'international. Et pour sortir de la polémique, mais restez juste 2 secondes là-dessus, parce que c'est une question qui revient tellement, comme vous le dites. Il y en a certains qui disent, et pourquoi on ne ferait pas une partie gratuite sur les corsos en dehors de la place Masséna ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé ou vraiment c'est pas possible, et pourquoi ? Je vous remercie de la question, parce que c'est exactement sur ce point très précis que c'est totalement démagogique. Puisque je vous rappelle que si vous êtes déguisé de la tête aux pieds, les corsos sont gratuits. Donc, par définition, ce point est satisfait. Et j'ajoute à ça l'immense programmation tout au long du carnaval, avec de très nombreux événements gratuits. La Carnavalina, on vient d'en parler. Vous avez aussi le Grand Charivari de Richelmy le 12 février, Mercredi, qui est un rendez-vous incontournable, ouvert à tous. La course des garçons de café le dimanche qui s'ensuit, le bain du carnaval, tous les carnavals de quartier, les animations qui seront organisées aussi dans les 4 coins de la ville, et j'en passe énormément. Mais en tout cas, le carnaval de Nice, d'abord, est gratuit dans tous ses aspects, et en plus, même si vous prenez un ticket à 25 €, je vous invite à benchmarker un peu l'offre 25 €, c'est événementielle. le prix du corso en tribune. Le prix le plus cher. Ouais. Donc, entre-temps, il y a des prix beaucoup moins chers, avec un certain nombre de tarifs réduits, d'ailleurs, selon les situations, ou selon, j'ai envie de dire, des sujets de précarité pour pouvoir quand même y accéder. Mais enfin, très franchement, d'un point de vue du prix, quand on regarde ce qui se fait ailleurs et ce qui est proposé, le carnaval est imbattable. Sachant qu'un concert aujourd'hui c'est 50 € minimum, une comédie musicale c'est 70 € minimum. Et encore, vous êtes, je me permets de vous le dire, dans la fourchette plutôt basse. Lorsque vous allez voir un concert dans un stade en pelouse, premier tarif,
vous êtes rapidement dans un premier prix qui est déjà à 80-90 euros. Là, vous avez 2 heures et quart de spectacle dans des conditions extrêmement agréables et sympathiques pour maximum 25 euros. Et je le rappelle, et j'invite ceux d'ailleurs qui auraient la critique un peu facile à passer peut-être un peu moins de temps à polémiquer et un peu plus à aller s'acheter un déguisement parce que du coup, ce sera gratuit pour eux. Alors, le roi du carnaval cette année, ce sera le roi des océans. Pourquoi ce choix ? Année décisive, vous le savez, nous accueillerons à Nice au courant du mois de juin le sommet mondial des océans, thématique absolument majeure. En plus, c'est un sommet qui se veut être décisif et pas itératif, en conséquence de quoi il nous semblait tout à fait opportun de dédier ce carnaval à cette thématique. Et en plus, je dois l'avouer, c'est extrêmement agréable puisque les artistes, les dessinateurs, les costumiers, enfin l'ensemble des personnes qui participent à la créativité de ce carnaval ont été très inspirés par ce thème. Et donc vous verrez, et j'espère que vous apprécierez la qualité des chars qui est absolument, moi j'en ai vu un certain nombre déjà, extraordinaire. Vous serez déguisé en quoi, vous? J'attendais de savoir quel serait votre déguisement pour pouvoir m'y Il paraît qu'on associer. peut pas faire la petite sirène et tout le monde qui veut se déguiser en petite sirène. On va dire surtout pas ça cette année. Il faut être plus Non, original. mais on peut faire Nemo, moi je peux faire Gang de requins, et puis vous verrez, on aura l'air extrêmement sympathique sur l'avenue Jean Médecin lors de la Carnavalina. À part le déguisement de Frédéric Maurice, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés marquantes cette année au carnaval ? Oui, il y a un vrai renouvellement, vous allez voir, dans la qualité du spectacle qui est proposé, avec notamment une place pour la musique qui est encore plus importante que l'année dernière, et c'était déjà une évolution. Ça, Avec... c'est votre truc avec un DJ. Ouais, hein. je trouve que c'est important parce que le carnaval, c'est d'abord évidemment un spectacle visuel, mais c'est aussi un spectacle de lumière et un spectacle de musique et de son. Et c'est ces trois dimensions qui lui apportent une dimension tout à fait particulière. Et d'ailleurs, on inaugurera un nouvel espace près de la statue de l'Apollon, place Masséna, qui sera un dance floor et qui permettra à celles et ceux qui ont plutôt envie de danser plutôt que de s'asseoir, que de passer un moment extraordinaire avec un Pour DJ chaque aux corso abords. Pour chaque corso? Pour chaque corso. D'accord. Et j'y ajoute que quand je suis arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez, la jauge du corso était de 18 000 personnes. Ouais. L'année dernière, nous étions à 22 000. Cette année, nous serons à 25 000. C'est quand même significatif, ça fait près de 40% de jauge supplémentaire. La suppression massive des barrières au sein du corso qui permet une proximité toute particulière avec les troupes et les chars. Bref, il y a un assemblage, si vous voulez, d'ajustements et d'évolutions substantielles qui va rendre le spectacle encore plus populaire et plus festif que ce qu'il ne l'a jamais été. Mhm. Il y a eu aussi cette polémique, on aime bien les polémiques à Nice, il y a eu aussi cette polémique sur le fait que le budget serait-il en baisse du carnaval parce que, je ne vais pas te dire de bêtises, en 2022 il y avait donc 17 chars, il y en a 14 cette année, j'intègre celui du Costa Rica, et il y a aussi une bataille de fleurs en moins cette année. Vous avez répondu cette semaine dans les colonnes ce matin, est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous dire... Si ça vous fait plaisir, je vais le faire, mais enfin le sujet est assez évident. D'abord, pardon de le dire, et je veux pas être désagréable, mais résumer l'ambition du carnaval au nombre de chars, c'est absolument ridicule. Ce qu'il faut regarder, c'est son ensemble. J'ai expliqué pourquoi il y avait 14 chars aujourd'hui. La première raison, c'est densifier le spectacle. Je crois que la longueur amenait une forme de lassitude et elle n'était pas bonne pour la façon dont les spectateurs vivaient le moment. Ensuite, Tout quand il fait froid certains soirs, effectivement. Absolument. Je rappelle qu'on est au mois de février, que Absolument. la météo est aléatoire. Bon. Ensuite, les carnavaliers ont souhaité, très franchement, pouvoir travailler de façon plus concentrée sur certains chars et ne pas être dans une logique de volume, mais dans une logique de qualité. Vous verrez cette année, les finitions, les décorations, les décors, les costumes des chars n'ont jamais été aussi extraordinaires et impressionnants. Donc je crois que c'est un pari gagnant. Et puis enfin, l'ambition que nous portons sur ce carnaval, elle est inédite. Jamais nous n'avons investi autant en tant que collectivité dans la production de cet événement. Jamais nous n'avons proposé autant d'événements et autant de programmations gratuites et payantes à prix accessible pour certains événements. Ouais, une grosse diversification Donc, d'événements. vous verrez que, à compter du 12 février jusqu'au 2 Mais- mars, j'ose espérer que ceux qui polémiquaient Mais complimenteront. Pourquoi vous rendez pas public le montant du budget comme vous faisiez autrefois, du budget qu'on Mais il n'y a consacre pas de au carnaval? difficulté, c'est pas un tabou. Il paraît que ça coûte beaucoup plus cher à faire en interne. Ah, ça, c'est une certitude. Je peux vous Ouais. vraiment confirmer que l'ensemble d'ailleurs du pan événementiel, produire quelque chose en 2025 est nettement plus cher que produire quelque chose ne serait-ce qu'en 2023. Ouais, ouais. Donc on paye la même chose beaucoup plus cher.
c'est une réalité. J'ai pas du tout de tabou sur le budget du carnaval, je vous le dis très franchement, je peux vous en parler. Aujourd'hui, il avoisine un budget global qui est proche des 7 800 000 euros C'est à dans les normes de produire. ce qu'on connaissait autrefois, 6 à 8 millions à peu près, je crois. Ouais, enfin, on était plus sur 6 que sur D'accord. 7 800 000. C'est là où c'est une évolution significative. Et je rappelle qu'il produit 1 400 000 créations d'emplois et 35 millions minimum de retombées économiques. Conséquence de quoi, c'est probablement un des événements les plus rentables et qui ramène le plus dans son investissement de tout l'événementiel international. Un mois super creux. À un mois très Un mois, on n'aurait compliqué, personne. qui est quand même le mois de février. Et donc je trouve que pour la Côte d'Azur, c'est plus qu'un atout, c'est un rendez-vous historique. En termes de sécurité, le carnaval est-il bien préparé? Est-ce qu'il y aura les effectifs de sécurité de forces de l'ordre nécessaires? Absolument, le dispositif est calé avec la préfecture et les différents services de renseignement, de sécurité intérieure, de forces de l'ordre. J'ai pas besoin, je crois, de m'étendre sur ce dispositif. C'est vrai que ça se partage entre Menton, entre la fête Absolument. du citron de Menton et Nice. C'est-à-dire qu'en fait, vous orchestrez les choses pour que les forces de sécurité puissent être positionnées alternativement à Menton Oui. ou à Nice, c'est ça? Oui, en fait, il y a tout un pan du dispositif de sécurité qui dépend naturellement des prérogatives de l'État et donc des forces de l'ordre nationales. En conséquence de quoi, on doit être vigilant à ce que la répartition entre Menton et Nice D'accord. soit intelligente, que le temps de repos, évidemment, des différents effectifs puisse aussi être respecté, puisque c'est des événements où la concentration, la vigilance est importante. Ça sert à rien d'être dans une intensité absolument inconsciente. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle nous n'avons pas réussi à caler cette 5e bataille des fleurs, en plus de la Carnavalina. Et donc, oui, le dispositif est là, mais vous savez, c'est le genre de sujet sur lesquels il ne faut jamais fanfaronner. Ouais. Il faut aborder chaque date avec un maximum de concentration, mais en tout cas, les choses sont préparées très sérieusement. Pourquoi le carnaval est-il aussi important pour Nice et participe-t-il autant, voire plus, au rayonnement international de la ville? C'est un rendez-vous qui est très présent, je crois, dans nos familles, dans toutes les générations, dans les consciences, dans notre histoire. Il a une dimension évidemment très pragmatique. On parlait de retombées économiques, de qualité de spectacle, d'organisation. Et vous savez, il a aussi un rendez-vous un peu irrationnel. Moi, j'ai vécu un moment extraordinaire l'année dernière lorsque nous avons brûlé le roi et fait le feu d'artifice de clôture. Beaucoup sont venus me voir en me disant il pleut beaucoup, mais il faut brûler le roi parce que sinon ça porte malheur. On n'y croit pas, mais c'est quelque chose de vécu et de ressenti. Et c'est aussi tout cet héritage, toute cette tradition que je veille à respecter, tout en renouvelant évidemment le carnaval. Mais je crois que des arrière-grands-parents à nos tout petits-enfants aujourd'hui, eh bien, le carnaval, c'est un moment qui ponctue l'année à Nice et qui apporte de la joie. Et je vais vous dire, franchement, quand on regarde la société actuelle, un peu de sourire, un peu de danse et un peu de vivre ensemble, c'est peut-être la meilleure réponse de politique publique à apporter. Alors, un autre grand événement que vous supervisez, Greg Monetti, le Nice Jazz Festival qui s'appelle désormais Nice Jazz Fest. Pourquoi d'ailleurs ce changement de nom? Bon, ça, c'est pas la plus grande des révolutions, cher Denis, je dois bien l'avouer, j'ai simplement supprimé quelques lettres, mais enfin, c'était surtout pour marquer une nouvelle ère, une nouvelle époque de ce festival. Je l'ai largement expliqué, c'est un festival historique, mythique, 1948, Armstrong qui joue de la trompette à l'opéra, et qui n'était pas le Armstrong qu'on connaît aujourd'hui. Une chance pour notre ville d'avoir vécu ça d'ailleurs. Mais donc il y avait quelque chose d'un peu révolutionnaire déjà, d'un peu inédit. Ça a ensuite été un des plus grands festivals d'Europe, et puis il s'est un peu déclassé. Par ce changement de nom, on marque un temps où ce festival redevient un des plus grands festivals au monde, un des 5 plus grands festivals de jazz au monde, ça c'est certain, et un des plus grands festivals de musique actuelle en progression. Et donc, eh bien, c'est tout ce chapitre que nous avons ouvert avec l'édition précédente et l'édition à venir, et que nous allons évidemment continuer à travailler très fortement. Alors, il y a une petite adaptation de date aussi. Le festival d'habitude avait lieu mi-juillet. Là, ça sera cette année du 24 au 27 juillet. Est-ce que c'est une manière aussi d'éviter la concurrence avec Jazz à Juan? Non. Bon, enfin, j'ai encore une fois beaucoup de respect pour les collègues de Jazz à Juan, puis on se croise beaucoup d'ailleurs à des fins de concert, puisqu'on est dans les mêmes enjeux de booking d'artistes, mais on n'est pas concurrents, on n'est pas du tout dans la même dimension, Mais ça évite surtout dans aux la gens même de division. dire il y a 2 soirées super bien, une à Nice, une à Juan, c'est compliqué. Là, Oui, mais- parce qu'on n'a jamais compris pourquoi ces 2 festivals se chevauchaient tout le temps. Là, ce ne sera plus le cas si on comprend bien. Cette année, non. En tout cas, ce qui est Mais c'est certain. une volonté de dire on arrête de proposer des soirées au même moment. Oui, cette année, typiquement, on a eu un échange intelligent et on a essayé de coordonner les choses. Et la réalité, c'est que le marché de la musique, je vous parlais des évolutions financières, a pris une dimension
sont absolument délirantes. Un artiste que vous bookiez un certain montant il y a 3 ans coûte le double, voire le triple aujourd'hui. Donc, et vous savez, il y a une logique de tournée, notamment sur l'international. Bien sûr. Ce qui est important, c'est de se positionner dans le bon créneau de l'été. C'est ça ma priorité, avant même d'organiser le schéma local, si je puis le dire ainsi. Là, on a un bon créneau. On est à la sortie d'un festival en France qui compte, qui s'appelle Lollapalooza, sur lequel on travaille d'ailleurs avec beaucoup d'intelligence ensemble. Et donc, l'idée, c'est d'avoir la programmation la plus offensive possible. Et tant mieux si les passionnés de musique vont pouvoir aller à Juan, à Nice et dans plein d'autres festivals d'ailleurs, passer des grands moments culturels. Je crois qu'on en a vraiment besoin. Alors, à propos de programmation, vous avez déjà révélé 2 des dates de cette année. Donc, il y a la chanteuse britannique Rai, je ne sais pas si on dit Rai, parce que moi, je ne connais pas. Bravo. Rai, parfait. Le 24 juillet. Et puis Santa, la niçoise, en passe de devenir superstar, qu'on voit partout maintenant et qui cartonne à juste titre parce que c'est une personne formidable. Donc, qui va jouer à Nice le 27 juillet. Ça va être le gros moment, la clôture en plus du festival, un truc génial. Quand est-ce qu'on connaîtra le reste de la programmation ? Si vous voulez bien, on va passer tranquillement le carnaval et à la sortie du carnaval, je pense qu'on présentera la programmation. Nous sommes au moment où je vous parle dans les vraiment derniers détails, donc j'ai de bon espoir à ce que dans les 15 premiers jours du mois de mars, on puisse présenter l'ensemble de la programmation et vous allez voir, elle détonne, elle tranche clairement avec ce qu'on a pu faire avant. Et elle avait déjà détonné les dernières. Hein. Ouais, là vous êtes satisfait d'ailleurs de ce que vous avez fait l'année dernière parce que c'était très pointu. Ouais, ça dépend ce que vous appelez par pointu. Quelqu'un comme moi qui ne s'y connaît pas tellement, c'était pointu. Vous êtes venu ? Oui. Et vous avez passé un bon moment ? J'ai passé une super soirée, le premier soir avec le rappeur dont je cherche le nom. Nas. C'était génial. Que je connaissais mal, voire peu, c'était génial. Vous voyez, vraiment c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir sur un événement culturel. C'était une super surprise. C'est quand on vient voir un artiste qu'on ne connaît pas et qu'on en sort totalement satisfait. Vraiment bien. C'est vraiment une émotion et un sentiment que j'essaye d'aller rechercher. Alors, j'ai aussi appris un peu quelques enseignements de l'année dernière. Donc, on va annoncer des artistes qui sont incontournables, qui sont très connus, qui balisent la conscience publique, si je puis le dire, dans la logique de venir et d'acheter un ticket. Mais vous allez aussi... Enfin, je vous le dis franchement, je pense que ce festival aura cette année une des meilleures programmations de France. Est-ce que c'est cette année que le festival va envahir la place Masséna, comme vous l'aviez laissé entendre ? Non, j'ai beaucoup hésité, beaucoup réfléchi, changé d'avis, rechangé d'avis, et puis finalement, j'ai préféré qu'on se concentre sur l'emplacement actuel. On avait déjà significativement agrandi la jauge, donc on maintient cette jauge évidemment. En revanche, j'aimerais que ce soit le plus beau, le plus dense, le plus joli, le plus agréable, le plus accessible des festivals. En fait, je veux faire le plus petit des grands festivals. Voilà. Et une dernière chose pour finir, est-ce qu'on peut encore acheter des forfaits à 120 € pour les 4 soirées ? Oui, bien sûr. Vous pourrez le faire jusqu'à la présentation de la programmation. Et franchement, c'est pas incitatif, mais je vous conseille vraiment de le faire. Ouais, 30 € la soirée, c'est effectivement pas cher. Absolument. Troisième gros sujet pour l'adjoint délégué à l'événementiel que vous êtes, le Stockfish, cette salle de spectacle que vous supervisez dans le quartier Vauban. Est-ce qu'elle a trouvé son créneau ? Ah ouais, plus que ça, elle en manque d'ailleurs désormais, puisqu'on accueille tellement de concerts, tellement de productions, tellement de collectifs, tellement d'initiatives. Vous savez, il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant « j'ai un projet, je veux monter une association, je veux faire des cafés philo, je veux faire de l'humour ». Et on les accueille et on fait tout ce que l'on peut pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, le Stockfish à l'année, c'est quand même 145 dates. Une partie que l'on produit, une partie que l'on loue. Et donc, je crois que c'est un endroit absolument exceptionnel. C'est un peu, vous voyez, le village d'Astérix. C'est-à-dire que qu'importe le soir où vous allez au Stockfish, vous trouverez des sourires, vous trouverez de la joie et surtout, Dieu merci, vous ne trouverez pas de polémique. En parlant de places comme ça, de scènes, il y a la scène, le théâtre Lino Ventura. Quelle est sa vocation à lui ? Parce qu'il fait partie aussi du réseau de la ville. C'est quand même un endroit pour y voir des concerts assez sympas aussi. On a l'impression qu'il est un peu sous-exploité. Il est un peu moins cette année, ça reprend un peu. À quoi vous le destinez ? Le Innoventura est revenu avec une programmation vraiment de qualité. Peut-être qu'il y a un sujet de communication pour qu'elle soit mieux connue. C'est une salle qui a un atypisme aussi intéressant de par sa grande partie de place assise. Ouais, et donc je crois qu'on devrait se tourner plutôt sur des spectacles d'humour parce qu'ils ont une jauge intéressante ou sur une musique, je ne vais pas dire contemplative, ça peut être un peu péjoratif, mais un peu plus poétique, un peu plus mélodieuse. Là où naturellement au Stockfish on peut accueillir du métal comme du hip-hop, c'est une autre ambiance. Mais c'est une salle importante, elle compte, et je crois que ça devrait aussi être un outil tourné sur les talents locaux, sur la scène montante, comme d'ailleurs ça se fait, il faut le dire, énormément aux États-Unis dans les quartiers plus modestes, dans lesquels il y a des équipements culturels qui servent très franchement de tremplin pour pouvoir convertir des talents en, je l'espère, des superstars.
Est-ce que le futur centre de congrès qui sera construit au port à l'occasion du sommet des océans aura vocation aussi à être une salle de spectacle? Absolument, un vrai équipement culturel. C'est une formidable nouvelle, hein, cette nouvelle salle, puisque la jauge devrait avoisiner les 2150 places. Donc c'est typiquement une jauge qui nous manquait un peu aujourd'hui. En plus, c'est une salle polyvalente, donc on va pouvoir jouer avec la jauge. Le maire de Nice m'a demandé de réfléchir à ce que l'on pourrait faire dans cette salle au lendemain du sommet mondial des océans. Donc on est en train d'y travailler. L'emplacement en plus est totalement extraordinaire, au bord de mer. Enfin, c'est vraiment un équipement qui sera unique. Et oui, j'espère que ça deviendra un grand équipement qui proposera des rendez-vous culturels inoubliables. Alors, on va passer à des sujets un peu moins festifs et parler un peu politique. Christian Estrosi a signé le 24 janvier un arrêté interdisant les gros paquebots de croisière dépassant 900 passagers. La seule commune qui en bénéficiait, c'est Villefranche-sur-Mer, où cette décision a été plutôt mal vécue. Est-ce que cette décision est une ingérence malvenue, comme le prétend le maire de Villefranche, Christophe Trojani? Bah, vous vous doutez bien que je vais vous répondre par la négative. Et puis de surcroît, lorsqu'on regarde sur le plan juridique, chaque maire est dûment responsable de l'espace maritime dès lors qu'il est à une distance réglementée de son territoire terrestre. Donc, Mais justement, le maire de Villefranche n'est pas trop chez lui. Pourquoi le président de la métropole, maire de Nice, prend une décision qui impacte la rade de Villefranche? Je pense qu'il faudra regarder très précisément le moment venu, la répartition géographique de cet acte administratif, puisque comme vous le savez, la commune de Nice s'arrête en réalité beaucoup plus loin que là où dans le verbal nous estimons que Villefranche commence. Les techniciens y travailleront. Après, je ne vais pas vous faire un débat de virgule, je veux dire. Pas un spécialiste, quoi. Mais non, mais je vais même vous poser la question sur un autre plan, le plan de la crédibilité publique. Vous allez accueillir au mois de juin le sommet mondial des océans, avec des enjeux mais absolument décisifs, je le disais, en matière de biodiversité, en matière de recherche, en matière de température, en matière d'équilibre météorologique. Et à 2 km de là, et vous n'allez pas rester, très franchement, la vitrine de ces espèces d'immeubles immondes sur l'espace marin qui, il faut le dire, n'apportent pas grand-chose. On est quand même sur la Côte d'Azur. C'est un lieu où, quand on entend nos contribuables et nos administrés dans nos rues, ils ont plutôt envie de baisser un peu la cadence en matière de tourisme que de devenir un espace dans lequel on accueille des personnalités sur des paquebots qui, franchement, non seulement détruisent tous les fonds marins, en plus ne consomment pas beaucoup chez nos commerçants, et enfin permettent aux Niçoises et aux Niçois de vivre un été qui est parfois assez désagréable parce que tout ce qu'ils ont envie de faire, ils ne peuvent pas y accéder. Donc en ce sens, ça me semble une bonne décision d'intérêt général. Vous êtes aussi conseiller métropolitain, quand même, cette histoire, elle reflète quelque chose, c'est qu'au métropole, aujourd'hui, il y a une forme de malaise, c'est-à-dire qu'il y a 51 communes, depuis l'été dernier, il y a 18 maires qui sont un peu entrés en dissidence. C'est la faute à qui? C'est la faute à ces maires-là? C'est la faute à Christian Estrosi? Il y a bien un problème quelque part. Non, on est dans une démocratie, il y a une pluralité d'esprit et de pensée. C'est pas parce qu'il y a 18 maires qui peuvent être un peu timorés ou en désaccord sur ce que propose le maire de Nice qu'on a un problème majeur. Vous savez, moi je me méfie toujours des configurations dans lesquelles il y a tout le monde qui est d'accord. Je trouve toujours ça un peu suspect, surtout dans un pays comme la France. En conséquence de quoi, cette pluralité, je la trouve pas dérangeante. Après, vous avez très bien comme moi, enfin observateur, que les 18 maires que vous évoquez indirectement ont aussi une accointance avec une des personnalités qui porte beaucoup de défiance à l'égard du maire de Nice. Ouais. Donc, je pense qu'ils sont plus dans des enjeux... Donc c'est lui qui derrière... c'est assez manifeste, mais c'est pas très grave. Pour revenir à Nice, Christian Estrosi, est-ce qu'il est le meilleur candidat pour les élections municipales de Nice? Incontestablement. Incontestablement. Vous serez à ses côtés? Oui, bien sûr, s'il me le demande, j'y serai. Est-ce que vous croyez vraiment à la candidature d'Éric Ciotti? Et franchement, j'ai beaucoup évolué sur cette question, Denis. Oui, moi j'y crois. J'y crois. Je crois qu'il est capable de se porter candidat. Est-ce que je crois dans le fait que sa candidature est une bonne nouvelle pour Nice? Ça, non, je n'y crois pas. Mais pour moi, c'est un fait de jeu et je suis assez indifférent à ça. Mais quand même, vous avez tout fait pour qu'il soit réélu dernière législative en 2024. Vous étiez 3e au second tour, vous vous maintenez. C'est-à-dire que, en vous maintenant, vous savez très bien que vous ne pouviez pas être élu. C'est-à-dire que vous préfériez que Éric Ciotti soit élu plutôt que le candidat LFI.
C'est toujours facile de refaire le match à la fin et de se raconter l'histoire. Au moment où cette décision a été prise et que j'ai pris mes responsabilités, je pensais que la victoire était possible. Elle ne l'a pas été, il n'y a pas de difficulté avec cela. Mais quand je regarde aujourd'hui l'actualité, les informations, quand je lis votre journal, quand je me renseigne comme tout le monde, je vais vous dire les choses avec beaucoup de clarté. Je ne regrette pas de ne pas m'être retiré de ce second tour face à la France insoumise, dont aujourd'hui je Ça aurait été crois pire que Éric Ciotti. chacun... Mais les deux sont catastrophiques. C'est bien le sens de ma décision. Si à un moment donné il y avait eu une opportunité démocratique raisonnable, je me serais retiré sans souci. Vous vous doutez bien qu'au regard de ce que cette élection m'a coûté sur le plan personnel, parce qu'elle a quand même été d'une violence inédite. Si j'avais pu m'en dispenser, je l'aurais fait. Mais aujourd'hui, me retirer face au Rassemblement national d'Éric Ciotti et la France insoumise, c'est hors de question. Et j'estime d'ailleurs que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui dans notre système politique. Du courage, de la valeur, de l'authenticité, de la directitude. C'est ce que j'ai essayé de faire. Peut-être que j'ai commis des maladresses, peut-être que j'aurais pu expliquer les choses encore plus clairement et plus facilement. Mais aujourd'hui, que voulez-vous faire? Si j'ai une décision qui est orthogonale à mes valeurs, eh ben je la prends pas. J'essaie de rester en phase avec ce que je suis, avec ce que je propose. C'est ce que vous appelez la directude. Absolument. Est-ce que vous êtes soulagé que le gouvernement ait réussi à doter la France d'un budget, alors un budget qui ne satisfait pas grand monde, mais qui a le mérite d'exister? Satisfait, soulagé, soulagé plus le bon mot, évidemment. J'estime qu'il était temps et que de toute façon c'était une absurdité de continuer à vouloir organiser les choses sans avoir un budget national. Donc en ce sens-là, oui, c'est une bonne nouvelle. François Bayrou fait mieux que Michel Barnier? Et c'est difficile à dire. Laissons le temps passer. Aujourd'hui, voilà, il a voté un budget. Les résultats sont. Je suis un peu dubitatif. Selon un sondage Opinionway pour CNews publié jeudi, Bruno Retailleau est la personnalité de droite préférée des Français devant David Lisnard. Vous, quelle est votre personnalité politique préférée? Oh, vous savez, on est à un moment important de la vie politique. Et je ne suis pas très enthousiaste en ce moment quand je regarde l'actualité politique, pour être très sincère avec vous. Je trouve d'ailleurs qu'on a beaucoup à apprendre et qu'on ne tire pas vraiment les enseignements de ce qu'on a vécu récemment. Et donc en ce moment, je trouve que la politique est dans une mauvaise période, que les personnalités politiques sont malmenées, parfois à juste titre aussi, et qu'on doit renouveler beaucoup le modèle. Vous êtes toujours adhérent d'Horizon, hein? Oui, bien sûr. Vous avez un président qui est un présidentiable. Édouard Philippe. Édouard Philippe, cherchez son nom, pardon. Édouard Philippe. C'est quelqu'un, voilà, c'est votre personnalité préférée aujourd'hui? C'est quelqu'un que vous sentez ou... Évidemment, j'estime que c'est en tout cas le plus capable dans la perspective électorale des élections présidentielles. Maintenant, je vous dis, je crois qu'on est d'abord, on n'est pas en campagne électorale et on est dans un moment où il faut tirer les enseignements, il faut changer les choses. On ne peut pas rester comme on est. J'ai pas de carte cachée ou de sous-entendu, mais on ne tire pas assez les enseignements. Le partisanisme est à bout de souffle. Les personnalités politiques se noient en permanence dans les polémiques absolument stériles et inutiles. Les propositions intellectuelles, pardon de le dire, sont de basse qualité. Et donc, pour toutes ces raisons, lorsque vous m'interrogez sur ma personnalité préférée ou sur ma logique partisane, je suis pas à mon zénith de l'enthousiasme en ce moment. Je prends plus de plaisir à accompagner et d'engagement le maire de Nice dans des logiques locales, concrètes, qui sont importantes pour les gens, qu'à regarder très franchement, je vous le dis, l'actualité nationale. Alors avant de terminer, on va passer à la question perso. Ça. Et ça tombe bien, Greg Monetti, parce que vous parlez de votre investissement local. Vous avez mené une campagne très dynamique aux élections législatives de 2022. Vous passiez alors pour une des valeurs montantes dans l'entourage de Christian Estrosi. J'ai l'impression que le soufflet est un peu retombé depuis. On ne vous voit pas beaucoup au conseil municipal, quasiment jamais au conseil métropolitain. Est-ce que vous êtes un dilettante en politique? Celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Non, franchement, je suis dans un niveau d'engagement qui est très sérieux. J'ai beaucoup mûri aussi. J'essaie de moins me jeter sur des polémiques. J'estime que j'ai des combats et que je dois les mener avec sérieux. Et donc, je suis peut-être
un peu moins dans l'agitation, ce qui est peut-être un peu décevant du point de vue de la question que vous me posez, et beaucoup plus dans l'action, dans la tranquillité. Je sais ce que j'ai à faire et je crois que quand je regarde les résultats, record de fréquentation au Carnaval, record de fréquentation au Nice Jazz Fest, création d'une nouvelle salle, première année, Stockfish, 15 000 personnes, deuxième, 30 000, troisième année, 45 000. Les résultats sont là et qu'en tout cas sur mes prérogatives et mes responsabilités, je crois que c'est sans précédent et que si vous faites un avant et un après, c'est absolument explicite et manifeste. Donc non, je suis aux responsabilités et je préfère aujourd'hui être beaucoup plus dans les résultats qu'être dans les commentaires ou dans les tweets permanents. Et on vous sent un peu désabusé par rapport à la situation politique et par rapport au personnel politique. Est-ce que vous avez toujours autant envie de vous investir en politique? Mais je suis, vous savez, proche des gens. On peut me critiquer, on peut analyser, mais je crois que la proximité, c'est vraiment une de mes façons de faire. Et donc, le propos que je tiens près de vous aujourd'hui, il est en fait assez fidèle de ce qui se raconte au café, dans les transports en commun, dans les dîners en ville. Donc oui, mais tout le monde est désabusé. Je suis sûr que peut-être l'un d'entre vous, dans son fort intérieur, est aussi désabusé. La vérité, c'est que je suis en train de réfléchir. C'est bien de réfléchir de temps en temps. On n'est pas obligé de se jeter sur les réponses tout de suite et de sortir ce qui a marqué sur la fiche qu'on a préparée la veille au soir. Et aujourd'hui, la politique ne donne pas une bonne image. Je rencontre beaucoup de jeunes, notamment. Ils sont éloignés de la vie politique. Je rencontre des chefs d'entreprise. Ils sont éloignés de la vie politique. Je rencontre des travailleurs. Je rencontre des personnes en situation de difficulté sociale, des femmes en situation familiale monoparentale, des personnes qui ont aussi des confessions religieuses et qui ont envie de vivre tranquillement. Tout le monde est malmené. Donc c'est sûr que quand vous me demandez quelle est ma personnalité préférée ou quel est mon candidat pour 2026, eh ben oui, je vous fais pas une haie d'honneur pour l'instant. Mais j'estime qu'on est dans un moment où il faut faire une introspection profonde, se remettre en question, et le moment des déclarations, je vous rassure, il viendra, et là, vous serez tout à fait satisfait de voir qu'à ce moment présent, je serai très visible. Merci beaucoup Greg Monetti, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée à tous.